Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes ici chez Aspro PNPP, chez le président Jean-François Lipout, qui va venir se présenter et vous expliquer pourquoi on est tous ensemble aujourd'hui pour commencer déjà un petit bout de travail sur un plaidoyer qui vise à défendre le droit des personnes qui travaillent la terre, des paysans, de continuer à pratiquer leur savoir-faire. Voilà. Nous avons avec nous 4 experts, chacun dans leur domaine, qui vont pouvoir vous apporter tous les éclairages nécessaires. Nous avons avec nous Colline, qui est facilitatrice, et nous avons Jean-François qui va venir se présenter d'abord. Bonjour Jean-François. Bonjour et bienvenue. Voilà. Moi, je ne vais pas rester bien longtemps ici. Je vais laisser les experts s'exprimer. Et puis, pour vous dire quand même que ce lieu, je prends ma retraite à minuit ce soir. Voilà. Et ce lieu va devenir, a priori, c'est des grands mots, mais un genre de... J'aimerais bien une université paysanne à la ferme. La culture à la ferme avec les deux sens du terme. Je reste paysan quotidien solidaire pour pouvoir accueillir quand même. Et voilà, donc à minuit, avec du théâtre, des concerts, des films et tout ça. Voilà. Et tous les ans, à l'Ascension, il y aura la fête de l'ortie. Et ce sera peut-être pas... Enfin, là, on a fait la G de l'Aspro. Ça sera peut-être pas toujours l'Aspro, mais on fera du thème aussi. Voilà. Et donc, je laisse la place aux experts. Alors, cette table ronde est un temps de travail. C'est un temps qui est diffusé après par la suite, puisque comme vous l'avez constaté, il y a des vidéastes. Non, vous n'êtes pas filmé. Il y aura une restitution qui vous en vidéo, mais également une restitution graphique. Donc Colline est facilitatrice. Elle va vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc là, sur ce panneau, pendant toute la table ronde, pendant que personne s'exprime, je vais prendre en note ce qui se passe. Alors, je ne vais pas pouvoir tout écrire, mais je vais écrire l'essentiel de ce qui se dit et je vais cartographier toutes ces informations pour que vous puissiez ensuite vous replonger dans la table ronde plus tard et retrouver l'essentiel des idées qui sont sorties de ce moment-là. Donc à la fin de la table ronde, j'expliquerai aussi ce que j'ai fait pour que vous puissiez facilement naviguer dans cette carte dessinée. Voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous-même vous allez participer puisque vous avez tous des petites feuilles sur lesquelles vous allez pouvoir noter pour contribuer justement les mots qui vous parlent le plus, ce qui vous semble le plus pertinent, les idées que pour vous n'ont pas été dites, si vous avez des ressources à partager. Et ensuite, tous ces éléments seront affichés également. La seule chose qui n'est pas affichée, c'est la partie personnelle dessous qu'on découpera. Voilà. Ça nous servira, tout ce que vous allez écrire, en fait, de matière complémentaire à la parole des experts pour ensuite travailler pendant l'année. D'accord. Donc, ici, nous pouvons dire bonjour à M. Guy Castler. Guy Castler. Castler, est-ce que vous voulez vous présenter en un mot? Oui. J'ai vraiment collé la casquette de la campesina sur la tête, donc je vais être obligé de parler aussi de ça. Bon, moi, je suis un paysan retraité. Je suis expert que de mes champs et de ma pratique syndicale aussi, qui m'a beaucoup appris. Mais je ne suis pas un expert au sens des experts patentés qui sont les seuls à avoir le droit de parler à la télévision ou au Parlement. Je suis membre de la Confédération paysanne où j'ai porté la commission bio, la commission pesticides. J'ai participé au travail avec Suzy sur la commission PNPP. Et surtout, grâce à l'Organisation internationale de la Via Campesina, j'ai pu travailler au niveau international dans des enceintes où se négocient nos droits, et notamment la Convention sur la diversité biologique, dont je vous parlerai,
et le traité international sur les semences est de la même chose au niveau de la Commission européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, PNPP, c'est pour des semences, en plus ça m'intéresse. J'ai beaucoup participé aux constructions juridiques sur la question de PNPP avec un de mes voisins qui est plus vieux, qui s'appelle Jean Savin, et que je veux remercier. Nous vous présentons ensuite Gérard Boinon, que vous pourrez retrouver ensuite sur le stand. D'ailleurs, tout le reste de la journée, vous pourrez échanger avec nos chers experts qui restent là. Bonjour, c'est Gérard Boinon, je suis du département de l'Ain, paysan retraité, ancien membre de la Commission nationale de la Confédération paysanne, ancien secrétaire général de la Conf Rhône-Alpes. Donc voilà, et j'ai été pendant de 1984 à 2019, j'ai été consultant au Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève, et ce qui m'a fait que j'ai participé à l'écriture de la Déclaration des droits des paysans et autres travailleurs en milieu rural. Voilà, ça a été un gros travail, et notamment en assemblée plénière. On a beaucoup travaillé avec Guy et la Via Campesina, mais il n'avait pas de statut consultatif, donc il ne pouvait pas participer aux plénières. Hein. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et puis depuis ma retraite, ben, je suis devenu un paysan écrivain, puisque j'ai écrit des livres. Voilà, et on a fait avec le réseau GM Info, on a fait des films, hein, et le dernier qu'on a fait, eh bien, c'est Semences du futur, où Guy crève l'écran, hein, et là-dedans, vraiment, voilà, hein, donc hein, vous pourrez les avoir, un peu de pub, parce que vraiment ça vaut le coup, et là, exceptionnellement, il est à 20 €, et exceptionnellement, ici, aujourd'hui, puisque Guy est présent, il sera à 10 €. Voilà, donc profitez-en. Voilà. Nous allons maintenant passer la parole à Christine Riba. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis une paysanne tout juste à la retraite aussi, j'ai transmis ma ferme. Je viens de la Drôme, je faisais du raisin de table. Et je suis très impliquée dans la Confédération paysanne, donc j'étais en responsabilité dans le département, région, nationale. Et c'est comme ça que j'ai eu affaire au PNPP, parce que j'étais référente du pôle végétal, dont les PNPP. Et je suis aussi à l'international. Donc moi je suis là, je ne me sens pas experte, mais je vais pouvoir témoigner et que j'ai travaillé sur les dossiers beaucoup moins en profondeur que les personnes ici présentes, mais je faisais du relais, de la coordination, etc. quoi, et du politique. Et enfin, Sylvie Guichard. Suzy, je me permets, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis Suzy Guichard, je suis une ancienne salariée de la Confédération paysanne. Tout simplement, j'ai animé le dossier parmi d'autres PNPP pour la Confédération paysanne, donc le plaidoyer et la bataille législative et plus largement autour du sujet, et beaucoup en coordination avec l'ASPRO PNPP. Et voilà, Jean-François m'a gentiment, de manière insistante, demandé de rejoindre l'ASPRO quand j'ai quitté mon poste de la conf. Voilà. Alors, on va commencer par Gérard. Parce que Gérard, je crois qu'un jour, en cherchant, en fouillant dans votre grenier, vous avez trouvé un livre. Et ce livre, il vous a apporté une réflexion très particulière, générale, sur comment on se transmet la connaissance. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on fait? Comment les autres peuvent en bénéficier ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé pour les savoirs paysans? Alors, effectivement, un jour, il faut peut-être remonter un petit peu. Je suis un paysan qui a été empoisonné par un pesticide. J'ai eu de graves maladies. J'ai dû subir l'affre de la modernité. Hein, les pesticides, pour nous, c'était, il ne faut pas oublier, je suis né en 1949, et puis on a eu le plan Marshall,
on a eu les 30 glorieuses, et chaque fois qu'on mettait un engrais supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Chaque fois qu'on mettait un pesticide supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Waouh, c'était extraordinaire. On voyait exploser nos rendements. Et je suis rentré là-dedans et j'ai été formé de cette façon-là, jusqu'au jour où j'ai eu cet accident chimique qui aujourd'hui encore, continue de faire des ravages dans mon corps. Donc voilà. Et après cet accident chimique, un jour, je vais visiter mon oncle qui avait repris la ferme de mon grand-père maternel. Alors c'est une maison de maître, hein. Mon grand-père avait 1000 arbres fruitiers et il y avait un clocher sur sa ferme, hein. Et mon oncle dit, eh ben, avec la conjoncture d'aujourd'hui, je ne peux pas réparer ce clocher qui avait des gouttières, je vais le détruire. Et moi je lui dis, j'avais joué dans ce grenier pendant toute mon enfance, est-ce que je peux y monter une dernière fois? Et là, je monte dans ce grenier et il y avait une malle en bois. Et elle était pleine de livres. Et je découvre, il y avait un livre qui s'appelle Les oiseaux entomophages. Ça veut dire les oiseaux mangeurs d'insectes. Et je découvre, il était tout crayonné au crayon à papier, parce qu'à l'époque, le grand-père n'avait pas de stabilo pour surligner. Donc il était tout crayonné au crayon à papier. Et je découvre que mon grand-père, un livre du 19e siècle, il utilisait les mésanges bleus pour lutter contre l'altis du cerisier. Waouh! Et moi, j'avais de l'altis sur mon colza. Et comment avoir des mésanges bleus au bon endroit, au bon moment? Et ça a été un peu le travail de ma vie. Après, je me suis mis au travail et je suis arrivé à avoir suffisamment de mésanges bleus à l'hectare, c'est-à-dire il n'en faut pas beaucoup, 3 coupes de mésanges bleus à l'hectare, plus besoin d'insecticides. Wow. Hein. Une mésange bleue, c'est un oiseau tellement extraordinaire qui est capable de prélever jusqu'à 12 500 insectes ravageurs par jour. Hein, c'est extraordinaire. C'est une bosseuse, hein, elle est devenue ma collègue de boulot, elle travaille 7 jours sur 7, elle n'est jamais en grève, hein, voilà. Mais il y a du donnant-donnant, c'est-à-dire que si on veut qu'elle soit là, eh bien il faut remettre de la biodiversité, hein. C'est-à-dire quand j'étais un exploitant agricole, j'avais fait comme tout le monde, j'avais arraché des haies, et quand je suis devenu un paysan, j'ai replanté des haies. Hein, mais pas n'importe quelle haie, j'ai replanté des haies composites, alors là on pourrait en discuter pendant longtemps, qu'est-ce qu'une haie composite, etc., hein, qui permet cette biodiversité de mettre en place, etc. Voilà. Il y a un autre type de savoir qui a disparu et qu'on est en train de retravailler, c'est les semences, les graines, les variétés. Et peut-être que vous pouvez raconter comment vous, de l'endroit où vous étiez, sur l'ensemble de votre carrière, vous avez vu finalement un certain nombre de semences disparaître et qu'il faut aujourd'hui aller rechercher parce que ce sont aujourd'hui des solutions. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire que je n'ai pas eu assez de temps pour travailler sur les semences paysannes, quelque part, parce que voilà, mais c'est vrai qu'on va rechercher, on recherche des semences, comme on recherche alors les semences, elles peuvent être végétales, mais elles peuvent être aussi animales, hein, on en parle beaucoup moins, parce que pour permettre justement cette diversité, au niveau des vaches laitières, puisqu'on faisait des vaches laitières, eh bien, à un moment donné de notre vie, on est passé de la française frisonne pinoire à la holsteinisation, et aujourd'hui, on revient à la française frisonne pinoire, parce qu'elle est tellement extraordinaire. Alors, on a gardé un peu la grandeur, c'est-à-dire la grandeur au garrot, on l'a gardée, hein, mais quelque part, on revient, parce qu'elle est tellement, au niveau facilité de l'âge, enfin, il y a plein de choses comme ça, qui fait qu'on va rechercher tout ça. Et tout ce travail pour pouvoir rechercher, il passe par la législation. Et le travail de recherche passe par la législation, de la même façon que c'est la législation qui a permis l'interdiction de l'utilisation des semences par les lobbying qui ont été existants pendant toutes ces années. Et pour le coup, c'est Christine qui va pouvoir témoigner
de cette particularité qui est qu'un professionnel expert dans son métier qui travaille toute sa vie, finalement, ensuite, en s'investissant, c'est ce que vous avez découvert en les investissant dans les instances de militantisme et d'organisation de la profession. Oui, donc moi, quand j'ai commencé à bosser en bio, puis en biodynamie, et donc j'utilisais voilà, des préparations à base de plantes, et je me suis pas du tout, à aucun moment, posé la question, c'est des choses que je préparais moi-même. Et donc, quand je suis arrivée sur les dossiers, justement, PNPP, à la Confédération paysanne, j'ai réalisé que des collègues qui bossaient depuis une vingtaine d'années sur le fait de pouvoir, pour qu'on puisse utiliser des préparations à base de plantes, des tisanes, des décoctions. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est quand même bizarre, parce que je ne voyais pas où était le problème, pourquoi est-ce qu'il fallait une réglementation pour utiliser ces préparations-là. Donc, alors, Christine, peut-être que on peut rappeler ce que c'est que les PNPP. On en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous redire en 2 mots, avec quelques exemples? On n'y connaît pas toujours quelque chose. Alors ça, après, ça sera peut-être dans l'historique qu'on va expliquer. Mais juste, voilà, Et c'est ça. préparation naturelle peu préoccupante. Alors, un terme très bizarre, parce qu'en fait, jusqu'à ce que ce terme soit créé, du coup, par le ministère ou les services du ministère, en fait, tout ce qui soignait était considéré comme pesticide. C'est-à-dire, à partir du moment où on disait que voilà, ça, je vais soigner mes plantes avec ça, et ben, ma préparation était pesticide. Voilà. Et Donc, avec quelques une exemples. réglementation interdite. Quelques exemples de PNPP? Eh ben, de PNPP, alors, actuellement, qui sont des PNPP, ben, je sais pas, de la tisane, voilà, enfin, moi je De fais purin beaucoup d'ortie, de, déjà. voilà, même tisane d'aquilée millefeuille, tisane de millepertuis, décoction de prêle, purin d'ortie, extrait fermenté d'autres plantes. Enfin, il y a plein de préparations quoi, qu'on utilise, enfin, qu'on utilise depuis super longtemps. Et puis, il y a plein de gens qui utilisent. Alors, vous avez été secrétaire à la Confédération paysanne au niveau national. Oui. Et quand vous étiez à cet endroit-là, vous avez participé du coup à des temps de travail législatifs, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait techniquement? Alors, du coup, on allait régulièrement, mais avec qui? Avec Suzy, avec Jean, avec d'autres. Régulièrement, on allait rencontrer le ministère ou les services du ministère. Et c'est vrai que moi, je démarrais là-dedans. Et quand je dis, mais c'était extrêmement alambiqué. Et je me souviens à un moment, j'étais dans le cabinet du ministre de l'Agriculture, je disais, mais en fait, moi, je vais utiliser ma tisane d'aquilée. Pourquoi? Donc, est-ce qu'il faut que ça passe par je sais pas, une autorisation de l'ANSES pour dire, OK, c'est possible? Je dis, en fait, c'est du bon sens, quoi. On peut en prendre, nous, on l'utilise pour la santé, c'est une tisane. Et là, le bon sens, j'ai employé ce mot-là, et il m'a dit, mais le bon sens, mais c'est quoi le bon sens? Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un impact sur l'environnement, par exemple, donc il faut que ce soit examiné par l'ANSES et tout. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'était vraiment, moi, je tombais de haut. Alors, les collègues, ils savaient, mais ça a été très compliqué. Et après, au niveau législatif, du coup, il a fallu faire on va dire, de la pédagogie aussi, rencontrer des députés, des sénateurs et expliquer les choses. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas du tout idée qu'on soit obligé enfin, qu'il y ait des réglementations là-dessus, quoi, sur ces préparations-là, alors que il y a tout un tas de pesticides qui sont employés. Mais là, on m'a dit, mais non, mais là, ils ont des autorisations de mise sur le marché, sur les bidons, tout est écrit, donc il y a des conditions d'usage, il n'y a pas de problème. Alors que, voilà, sur moi, mes tisanes, il n'y a pas de bidon écrit, et donc, il faut réglementer. On marche sur la tête, hein, vraiment. Voilà. Et ce que vous m'aviez également illustré, c'est le fait que la santé n'est pas en fait un argument pour prendre les décisions et rédiger les textes de loi. Ce n'est pas le sujet. On est sur du travail de jeu de mots, comme est-ce que je parle de connaissances ancestrales ou de connaissances traditionnelles. Donc, je vais
parcours il était, bah, où est le problème? Ben, si, c'est que ça recouvre en fait des cadres juridiques. Et voilà. Oui, la santé n'est pas un sujet, n'est pas une priorité. Et ça ça fait bizarre quand même quand on découvre ça. Mais je pense on va en parler. On a eu des exemples après pour savoir si c'était plutôt l'économie qui primait. Alors, on va vous expliquer un petit peu plus précisément maintenant le cadre législatif des PNPP, précisément les préparations naturelles peu préoccupantes. Et c'est Suzy qui, du coup, a beaucoup travaillé à animer, coordonner ce travail. Elle va vous présenter comment ça se passe. Du coup, je vais vous présenter le plus simplement possible, j'espère, le chemin législatif des 20 dernières années sur les PNPP, qui est en fait le résultat d'une mobilisation, de négociations, parfois de concessions, enfin tout un ensemble de choses qui amènent à des définitions qui ont un sens assez limité par rapport à la pratique du terrain, mais voilà, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui et je vous le présente et après je pense qu'il y a aussi un sujet qu'on peut aussi en faire ce qu'on veut ensuite en termes de lutte et de plaidoyer, mais aujourd'hui le cadre est celui-ci et vous allez voir comment il a fallu 20 ans pour revenir à un état relativement minimal et donc aussi l'énergie qui est déployée aussi bien du côté des organisations qui luttent et qui militent que malgré tout du côté du ministère, etc., pour quelque chose qui est quand même, qui est assez insensé, quoi. Mais bon, du coup, moi, je suis arrivée en 2012 à la conf, donc j'ai suivi de 2012 à 2024, mais du coup, ça commence en fait largement avant que j'arrive, et c'est peut-être plutôt Guy, Jean-François qui pourront raconter ce qui s'est passé, mais vous avez probablement entendu parler de la guerre de l'ortie en 2006, qui fait suite à un contrôle d'une personne importante du monde des PNPP, qui est Éric Petiot, si je ne me trompe pas, suite à la publication d'un de ses livres ou à l'organisation d'une de ses formations. Et donc, de fait, le ministère de l'Agriculture s'empare du dossier et décide que tout ce qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans le domaine de la protection des plantes est de facto interdit. Alors même que jusqu'à présent, il n'y avait pas de cadre législatif pour les PNPP. Et donc ça enclenche les 18 années qui suivent pour revenir à l'état quasi zéro, pré-guerre de l'ortie. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Donc, les personnes qui sont là avant moi se mobilisent et saisissent une première loi qui est la loi sur l'eau et des milieux aquatiques pour un premier article qui vient dire que les PNPP elles vont pouvoir bénéficier d'une autorisation simplifiée. En fait, il faudra 3 ans pour qu'il y ait un premier décret qui sorte qui revient sur cette autorisation simplifiée. Toutefois, c'est quand même donc à ce moment-là, en 2009, qu'on a la première définition des PNPP, qui sera la définition socle pour la suite, et qui est quand même là le résultat, je pense, Jean-François Guy me corrigeront, mais quand même d'une réussite, je pense, en partie pour les organisations, puisque cette définition, elle vient dire que les PNPP, elles sont exclusivement composées d'éléments naturels, non OGM. Bon, je pense que Guy expliquera pourquoi aujourd'hui c'est un peu compromis, mais en tout cas on en est là. Que le procédé de fabrication doit être accessible à l'utilisateur final. Ça, c'est assez fondamental parce que ça veut dire que la personne qui va épandre la PNPP, elle doit pouvoir le fabriquer sur sa ferme, etc. Et donc, il ne peut pas y avoir de procédé industriel qui produisent des PNPP. Et le troisième point socle, c'est le fait qu'elles appartiennent au domaine public. Donc, à l'époque, en tout cas, c'est quand même une victoire des organisations. Toutefois, on reste sur une procédure qui reste dans le champ de la règlement, une procédure d'autorisation pour ce qui va concerner les composants naturels qui vont venir permettre de fabriquer les PNPP, inscrites dans la réglementation pesticides, et donc qui ne convient pas aux organisations parce que voilà, les personnes qui pratiquent pourront l'expliquer, mais on sait qu'une PNPP n'est pas un pesticide et que le chemin d'autorisation des pesticides n'est pas du tout adapté à des préparations qui sont en fonction des personnes qui les fabriquent,
des fermes dans lesquelles elles sont utilisées, des pratiques. On est en 2009, déjà 3 ans après la guerre de l'ortie. Il se passe pas grand-chose d'un point de vue législatif, mais beaucoup de choses, j'imagine, d'un point de vue mobilisation des organisations, plaidoyer, etc. Moi, j'arrive en 2012. Il y a un décret qui sort en 2012, mais qui sert toujours à rien puisqu'il réinscrit les PNPP dans le champ de la réglementation pesticides. Et puis ensuite, il y a une première ouverture en 2014, qui est aussi le résultat du plaidoyer et des mobilisations. Je dis ça parce que tous ces mini-textes, ces mini-broutilles de phrases sont le résultat d'écriture acharnée de notre part, de rendez-vous successifs avec les personnes dans l'administration, aussi avec les parlementaires et peut-être, comme on a cité Jean Sabin, comme cheville ouvrière, on peut aussi citer Joël Labbé qui, au Sénat, fait un gros travail, notamment auprès de ses collègues. Donc il y a l'Assemblée nationale, mais il y a aussi le Sénat qui est assez actif, en tout cas par la voix de Joël Labbé sur ce sujet à ce moment-là, en 2014, dans le cadre de la loi d'avenir agricole et forestière. Donc si vous vous souvenez, à l'époque, c'est Stéphane Le Foll. Comme ça, je resitue aussi les différents moments politiques, mais en tout cas... où on a une deuxième définition des PNPP qui vient compléter celle de 2009. Elles sont soit composées de substances de base ou de substances naturelles à usage biostimulant. Donc pareil, c'est pas très intéressant pour la pratique de terrain et c'est aussi le résultat de chemins choisis par les organisations dans des espaces très resserrés. Et donc, en fait, les substances de base sont dans la réglementation, l'autorisation des substances de base est dans la réglementation pesticides, mais l'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant, à l'époque, elle est dans rien et elle peut se définir au niveau national et c'est une forme d'opportunité pour les organisations de pouvoir y faire rentrer ce qu'elles veulent. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a un choix qui est fait assez délibéré à l'époque de la conf de l'ASPRO-PNPP d'utiliser exclusivement le chemin des substances naturelles à usage biostimulant. Le chemin des substances de base, pour celles et ceux qui connaissent, il est il est en tout cas alimenté par l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui va déposer des dossiers petit à petit pour l'autorisation d'un certain nombre de substances dans lesquelles on va trouver par exemple le petit lait, le miel, un purin d'ortie type, etc. Je pense aussi peut-être l'argile, mais qui sont des dossiers extrêmement coûteux à déposer et qui nécessite de rentrer dans un cadre d'autorisation proche de celui des pesticides pour des substances qui n'ont pas le même fonctionnement et les mêmes effets. Donc c'est pour ça que les organisations se détachent de ce chemin-là. Donc on est en 2014, je vais jusqu'en 2021, mais je vais essayer d'aller plus vite. On a cette double définition, mais on n'a toujours pas de substances qui sont autorisées. Donc de fait, on a une réglementation qui ne permet pas théoriquement l'utilisation de préparation dans les fermes. En 2014, à l'occasion d'un rendez-vous au cabinet avec Stéphane Le Foll, je pense, Jean-François, je pense que tu étais là. Stéphane, ça fait 2 ans qu'on lui dit, en fait, il y a une réglementation, il n'y a pas de plantes qui sont autorisées, il n'y a pas de plantes qui sont autorisées. Donc, en fait, s'il y a un contrôle, en fait, personne n'est dans les clous. Et donc, il nous sort la liste des 148 plantes qui sont les plantes qui sont libérées de la pharmacopée pour les personnes, notamment s'il y a des producteurs de plantes aromatiques et médicinales, elles connaissent cette liste pour les personnes qui ne sont pas pharmaciennes et qui peuvent les commercialiser. En fait, ça n'a rien à voir avec la pratique PNPP. Donc, c'est histoire de dire on a une liste de plantes qui sort, mais elle n'a pas de rapport concret avec la pratique PNPP. Dedans, par exemple, il n'y a pas la consoude. On est en 2016. En 2018, il y a une nouvelle loi agricole qui est la loi EGalim, donc cette fois-ci sous le gouvernement En Marche, et on y retourne avec un nouvel amendement, avec une nouvelle bataille législative, avec, je pense, une caravane, dans mon souvenir, elle est par là, la caravane organisée par l'ASPRO qui monte de Dordogne jusqu'à l'Assemblée nationale, de la Drôme. Ah, il y en a deux. Il y a depuis la Drôme et depuis la Dordogne. Et donc, on retente un amendement dans la loi EGalim. Et à l'époque, Jean Sabin exhume de ses archives un avis, nous on appelle l'avis de la Comtox, qui est un texte en fait qui date de 2001, qui est un texte d'experts du ministère de l'Agriculture qui dit que toutes les plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale peuvent rentrer dans la composition
À l'époque, ça ne s'appelle pas PNPP, de préparation à base de plantes pour la protection des plantes, sans que ça pose aucun problème. Et donc on arrive avec ce texte auprès du ministère de l'Agriculture, mais c'est nul et non avenu. Ils dédient totalement leurs propres experts du début des années 2000. On écrit un amendement qui est déposé par des parlementaires, et notamment toujours par Joël Labbé. On pense que ça va passer et ça ne passe pas. En Marche fait alliance avec la droite, mais est-ce vraiment une surprise? Je ne pense pas. Pour renvoyer encore l'autorisation à une nouvelle procédure d'autorisation. Donc en fait, on obtient quand même un début de quelque chose. Les PNPP consommés préparés à base de parties de plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale sont autorisés sous condition d'une nouvelle procédure d'autorisation. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui se rappellent ou qui n'ont pas suivi, c'est pour les détails. Stéphane Travert, à l'époque, qui est le ministre de l'Agriculture de l'époque, s'exclame dans l'hémicycle que la courge consommée en trop grande quantité peut faire tomber les cheveux, pour venir justifier la réécriture de l'amendement qui avait été accepté en commission. Et donc on est en 2018 et ce sera en 2021, après moult échanges avec le ministère de l'Agriculture, le bureau qui va rédiger le décret d'application, qu'on obtient un décret d'application qui est ce fameux cahier des charges dont vous avez peut-être entendu parler, je ne rentre pas dans les détails, peut-être Christine pourra expliquer comment fonctionne ce cahier des charges, qui s'impose de fait du coup aux personnes qui veulent produire, utiliser ou vendre à des niveaux différents selon qu'on les produit pour soi-même ou qu'on va les commercialiser, pour utiliser des plantes, des parties de plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale. Il y a encore évidemment des désaccords avec le ministère de l'Agriculture, notamment sur les huiles essentielles, parce que c'est trop long. Les huiles essentielles font l'objet d'une petite ligne dans ce décret qui dit que dès lors qu'elles sont déjà commercialisées en tant que pesticides, elles ne peuvent plus être utilisées en tant que PNPP, ce qui d'un point de vue réglementaire, de mon point de vue, n'est pas valable. Et ce sur quoi on a un enregistrement de la personne du ministère de l'Agriculture à l'occasion d'un colloque qui nous dit de manière très claire que c'est pour ne pas faire concurrence à l'industrie qu'ils ont mis cette disposition dans le décret. Et il y a aussi des choses sur des délais avant récolte qui sont problématiques. Et voilà. Et puis, de fait, c'est à ce stade, donc pour conclure, les préparations naturelles qui sont composées de parties de plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale sont autorisées sous condition de respect de ce cahier des charges qu'on a essayé de faire le plus simple possible, c'est-à-dire de calquer tant que possible à la pratique déjà dans les fermes, c'est-à-dire en discutant avec Jean-François, malgré tout, il produit des PNPP et malgré tout, il a quand même une forme de traçabilité de ses préparations, j'imagine. Il a quand même des lots et des dates de lots. Tu m'avais dit ça à l'époque quand on avait négocié avec le ministère de l'Agriculture. En tout cas, une tentative de quelque chose de minimal, voilà. Mais il n'y a pas... Il y a eu une vague polémique sur la consoude, mais ils ont fini par admettre qu'elle était consommable. Il y a toujours de la polémique sur la fougère, par exemple, mais Jean-François a trouvé une vidéo de chèvre qui consomme de la fougère, donc normalement c'est bon. Et sur la feuille de rhubarbe, par exemple, aussi. Voilà. Et donc on a eu des échanges à l'issue de cet arrêté qui date de 2021 avec le MABD sur, par exemple, les produits animaux. À l'époque, est-ce que c'était stratégique ou pas d'aller plus loin avec le ministère de l'Agriculture sur les produits animaux? Résultat des courses, depuis 2021, on avait ouvert des débats avec le ministère de l'Agriculture pour aller sur les plantes non consommées dans l'alimentation humaine et animale, mais ils ont lâché le dossier qu'ils ont renvoyé à cette association ABA, peut-être que d'autres en parleront, et du coup, voilà, il ne s'est pas passé de choses de ce point de vue-là, d'un point de vue législatif, mais je vais m'arrêter là. Et puis, voilà. Merci Suzy. Merci. C'est un très long combat. C'est un très long combat qui est surtout porté par des individus, des collectifs, et pas par les pouvoirs publics, malheureusement. Ce combat, vous allez en trouver une illustration à l'extérieur. Il y a une grande affiche qui reprend toutes les étapes juridiques que Suzy vient d'expliquer.
Et là, ce qui se passe, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'il va falloir repartir en route. Repartir en route parce qu'on est dans une évolution sociale particulière qui apporte de la technologie. Et la technologie, elle a deux endroits particuliers qui conduisent à une accélération, en fait, de ce qu'on appelle la biopiraterie. Les deux endroits sont la numérisation des usages professionnels, le fait qu'on a une envolée de l'introduction du numérique dans tous les endroits d'une entreprise et d'une structure, y compris dans une ferme. Et le deuxième endroit, c'est la génétique. On a eu de grandes avancées en génétique qui ont conduit au fait qu'aujourd'hui, on peut très très facilement analyser une séquence, que c'est facile, que ça coûte pas cher. Et c'est Guy Kastler qui va nous expliquer l'impact que ces deux points ont sur les pratiques. La biopiraterie, peut-être que vous pouvez redéfinir déjà la biopiraterie pour tout le monde. Oui, je vais y venir rapidement, mais juste deux mots en introduction. Le soin des plantes par des plantes, au Moyen-Âge, ça existait déjà. C'était pas réglementé jusqu'à la fin des années 90, on nous a jamais emmerdé. Excusez-moi, on n'a jamais contrôlé. Bon, voilà, c'était jusqu'au jour où ils ont décidé de faire rentrer ces préparations, parce que bon, on ne se contente pas de balancer de la couleur des feuilles de consoude sur nos cultures, de faire rentrer ça dans la réglementation pesticides. Bon. Alors, il faudrait comprendre qui c'est qui écrit la réglementation pesticides et à quoi elle sert. Et qui c'est qui écrit la réglementation pesticides? C'est l'industrie des pesticides. Et les fonds financiers qui la financent, je ne vais pas vous faire un cours sur les fonds financiers internationaux, mais donc c'est un niveau bien supérieur de celui qu'on connaît et qui est totalement invisible. À quoi elle sert la réglementation pesticides? Bon, ils font des expérimentations santé et environnement, impact sur la santé et l'environnement. Ok, mais c'est celui qui paye qui commande. Donc il faut que ce soit l'industrie qui fasse ces expérimentations. En un cas connu, le glyphosate, ils disent que ce n'est pas dangereux, évidemment. Ils ont fait l'expérimentation uniquement sur une seule molécule et non pas l'ensemble des molécules chimiques qui sont dans le glyphosate. Et ensuite, ils ont dit qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, mais à la peine une gamine maternelle, il comprendra. Et sur la santé, ils n'ont pas fait d'expérimentation humaine, par exemple. Donc, voilà. Ça coûte très cher d'obtenir les autorisations de mise sur le marché, parce qu'il faut financer toutes ces expérimentations. Et donc, il n'y a que les grandes multinationales qui ont accès au marché. Et donc, les petits industriels, encore plus les paysans et ceux qui commercialisent des PNPP, ne peuvent pas faire ce travail. Donc ça, c'est l'étape par laquelle on est arrivé au début des années 2000 avec la guerre de l'ortie. La guerre de l'ortie, je dirais, bon, j'ai animé le réseau Sciences Paysannes pendant une quinzaine d'années, on est né en disant on n'a pas le droit, on prend le gauche. Venez nous contrôler. Comme on était groupés, dès qu'il y en avait un qui était contrôlé, bon, on allait foutre le bordel dans l'administration, et petit à petit, c'était avant les semenciers qui nous contrôlaient. La répression des fraudes a dit bon, c'est moi qui contrôle, c'est plus les semenciers. Comme ils n'ont pas de personnel, ils ont arrêté de nous emmerder. Ça a été la première étape. Je n'ai pas le droit, je prends le gauche. Après, on s'est rendu compte qu'on avait le droit, puisque la réglementation sur les semences ne s'applique que pour la commercialisation des semences, pas pour l'utilisation par les paysans. Donc, on a gagné ça. Et après, on a gagné les textes de loi, et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi on a gagné, et on est dans cette étape pour les PNPP. On a gagné la reconnaissance hors du cadre juridique de la commercialisation, donc ça c'est un texte de loi. C'est important comme nuance, hein. Hors du cadre de la commercialisation, des échanges de semences entre agriculteurs, si elles ne sont pas couvertes par un droit de propriété intellectuelle, bon, ben ça, on s'en fout. Dans le cadre de l'entraide.
et pas de la commercialisation. Justement, l'entraide, les coopératives d'utilisation du matériel en commun, on échange du matériel, on échange des services, c'est pas fiscalisé, voilà, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de... donc c'est dans ce cadre-là qu'on est rentré. Et merci aux parlementaires qui nous ont aidés à construire ce cadre juridique. Pourquoi on a gagné ça? Parce que pour les pesticides, et c'est pareil pour les semences, l'industrie est au bout du rouleau. Je vais vous prendre un exemple, comme la pharmacie, parce que c'est le plus connu. Dans les années 70, pour ceux qui étaient déjà vivants à cette époque-là, surtout dans les années 60 d'ailleurs, on avait un nouvel antibiotique tous les mois. C'est quoi les antibiotiques? Ils ont identifié dans les micro-organismes du sol ceux qui produisent des antibiotiques, c'est-à-dire des molécules qui luttent contre les microbes. Les micro-organismes du sol, ils sont aussi là pour assainir le sol contre les pathogènes microbiens. C'est une fonction. Et puis ils sont arrivés au bout du réservoir. Et donc, tout d'un coup, dans les années 80, bon, ben, on a séquencé on a analysé chimiquement que 5% des micro-organismes du sol, parce que les autres, on ne peut pas les cultiver en laboratoire, c'est pas possible. Donc voilà, ils étaient au bout du réservoir. Et donc, on ne trouvait plus rien dans les labos. Donc pour ça, ils se sont dit, mais il y a des paysans là quand même, ils utilisent des trucs, il faudrait voir ce qu'il y a dedans. Et au niveau mondial, hein, c'est pas uniquement un truc. Et donc on a vu des chercheurs très sympathiques, au prétexte de vouloir nous aider dans nos pratiques, et c'est vrai qu'ils nous ont aidés parce que nous ont aidé à faire du lien entre les paysans, etc. Mais un chercheur, pour être payé, il faut qu'il publie. Donc il publie nos connaissances sur les qualités particulières de telle ou telle préparation, ou de tel ou tel échantillon de semences paysannes, et il faut qu'il dépose un échantillon accessible à l'industrie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est de ça qu'il faudrait prendre conscience. Tant que c'était des molécules chimiques, la molécule chimique, elle n'est jamais une copie conforme des molécules naturelles. Il y a eu le procès sur la pénicilline qui contient une molécule artémisienne, de la plante artémisia. Bon, mais la molécule de chimie de synthèse n'est pas la même que celle qui est dans la plante artémisienne. Donc là-dessus, leur brevet ne s'étend pas à ceux qui utilisent la plante artémisienne. Je parle de ce procès parce qu'il a été connu, c'était Vandana Shiva qui l'a porté. Pour repréciser, qui est Vandana Shiva? Vandana Shiva, c'est une chercheuse de l'Inde qui est très populaire au niveau international, qui est un petit peu moins en Inde, mais c'est bon. Elle a porté de grands combats. Donc vous pourrez voir une illustration sur les affiches où elle a porté les combats justement des paysans et des agriculteurs pour défendre le droit d'utiliser l'huile de Neem, par exemple, au niveau international. Et elle a réussi à faire en sorte que, du coup, le gouvernement indien se mobilise lui-même pour défendre l'usage en fait par ces paysans du pays pour continuer à utiliser. Et elle a réussi à faire tomber 140 brevets indiens. Mais c'est des brevets indiens. Elle s'est tombée au niveau international parce que c'est un autre combat. L'Inde est un pays très riche en biodiversité. Et donc le gouvernement indien, même s'il ne partage pas toutes nos idées, il sait qu'il est assis sur... Enfin, il s'imagine qu'il est assis sur un tas d'or, avec toute la biodiversité qui est en Inde, et donc il veut récupérer des royalties de l'industrie qui utilise cette biodiversité. Alors, pour résumer, faire un petit résumé d'établi, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, il s'agissait de reproduire par des moyens de synthèse les propriétés de substances naturelles. Sauf que là, maintenant, on arrive à un autre endroit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est l'évolution de la méthode? Alors maintenant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est la numérisation et les biotechnologies. Jusqu'à maintenant, on avait des OGM transgéniques. Le transgène, on le reconnaît, le transgène BT, il n'a rien à foutre dans le maïs, naturellement. Aujourd'hui, ils prétendent qu'ils sélectionnent des plantes qui contiennent la même chose, ils disent pas identique parce que c'est quand même pas faux, ils disent semblable, ce qui existe dans la nature, avec ce qu'on appelle les nouveaux OGM,
aux nouvelles techniques génétiques dans le droit européen en discussion à l'heure actuelle. Pourquoi ils font ça? Il faut voir et comment ils font ça. Ben, ils ont numérisé, on parlait des semences, mais c'est pareil pour les PNPP, plusieurs centaines de milliers d'échantillons de semences, numérisés au niveau génétique. Il faut voir que le séquençage génétique. C'est bon, ils ont séquencé. Séquencé et mis sur ordinateur avec des lettres ACGT qui symbolisent ce qu'ils prétendent voir. Le coût du séquençage génétique il a été divisé par je sais pas, plus de 100 000 fois depuis les années 2000. Dans les années 2000, la première plante séquencée, ça a été le riz, 7 ou 8 années de recherche, pareil, 7 ou 8 pays, des centaines de chercheurs et des milliards de dollars. Aujourd'hui, en 48 heures, pour quelques dizaines de dollars, vous avez un séquençage complet d'une plante. Séquence génétique, c'est des lettres, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas déposer un brevet sur une lettre. On peut déposer un brevet sur une information génétique, c'est-à-dire ces lettres, sur l'ordinateur, associées à une fonction particulière, c'est-à-dire la résistance à une maladie, un parasite, voilà, ce qu'on appelle la fonction. Mais la portée de ce brevet s'étend à tous les organismes, et pour ce qui concerne les plantes, qui contiennent cette information génétique et expriment sa fonction. Alors là, pour ceux qui dorment, c'est le moment de se réveiller. C'est l'endroit où tout se joue. C'est effectivement, il y a des gens qui ont la capacité facile, parce que c'est pas cher et technique, de séquencer génétiquement des petits bouts de plantes, contrairement au PNPP, on utilise, et ensuite de lier cette séquence à une propriété. Et la propriété, ils l'ont identifiée comment? Alors, la propriété, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Moi, j'appelle ça la connerie artificielle, mais bon, à chacun son vocabulaire. C'est du calcul mathématique, c'est pas plus que ça. Le monde vivant n'obéit pas au calcul mathématique. Hein. Pour ceux qui ont fait un peu de physique quantique, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Je ne vais pas le temps de le développer maintenant, mais nous, en tant que paysans, si on n'appliquait que des lois mathématiques dans nos champs, on aurait déjà fait faillite tous. C'est des moteurs de recherche très puissants qui sont à la portée de quelques multinationales au niveau des semences, au niveau mondial, et au niveau. Alors, les PNPP et les pesticides, il faut savoir que les propriétaires de l'industrie des pesticides, c'est la pharmacie. Là, je ne vais pas vous parler de la pharmacie, mais il faut parler du Covid s'il y a des questions plus précises là-dessus. On va rester sur notre sujet. Mais donc, ces moteurs de recherche qui font du calcul mathématique, bon, ils vont rentrer des milliers de données, d'échantillons de plantes, de séquences génétiques d'échantillons de plantes, et de milliers de données de connaissances traditionnelles. À quoi sert cette plante? Pour soigner d'autres plantes, pour soigner les humains. Et donc, ils vont identifier le lien entre une fonction particulière et une séquence génétique. Bon, maintenant, ce n'est même plus des séquences, c'est de l'ARN. Et à partir de là, ils déposent un brevet. Les gens qui font ça, ce sont des informaticiens. Aucun informaticien ne sera capable de cultiver un jardin s'il ne fait pas du jardinage. C'est un ordinateur, ne lui dira pas comment travailler son jardin. Après, ils transmettent ça à leurs biologistes moléculaires qui vont inventer une histoire, peut-être elle est vraie, peut-être elle n'est pas vraie, pour dire qu'ils sont capables d'intégrer cette information génétique dans des plantes avec une technologie postable. C'est les nouveaux OGM dont on parle pas mal en ce moment. Donc, ils revendiquent un brevet. Aujourd'hui, il y a des milliers de brevets au niveau international là-dessus. Il doit y avoir 7 ou 8 plantes déjà commercialisées, donc nous ne la ferons pas. Et pour les PNPP, s'ils ont inventé le biocontrôle, c'est bien que dans le biocontrôle, il y a des choses qui sont la reproduction de nos PNPP, mais il y a aussi des préparations à base d'ARN qui ne sont pas réglementées OGM.
et c'est réglementé biocontrôle, qui est une réglementation simplifiée par rapport à la réglementation des OGM. Et donc là, ce qu'on n'a pas vu venir, qui nous ont mis dans la loi biocontrôle, c'est que c'est ça qui est derrière, et qu'aujourd'hui, on en est à l'étape où peut-être ils n'ont même plus besoin de venir espionner ce qu'on fait, de récupérer nos connaissances, parce que bon, ça a été publié, etc., et des échantillons de ce qu'on fait. Ils ont déjà un réservoir énorme de données à mettre dans les ordinateurs, et ils multiplient les brevets. On est à cette étape-là. L'étape suivante, ils vont nous interdire de continuer à utiliser les PNPP dont on leur a fourni des échantillons quand les chercheurs viennent dans nos champs. Et dont vous avez fourni également l'expérience du savoir-faire. L'expérience de la pratique de la substance sur le terrain et dans les champs, c'est la pratique. D'accord ? C'est là que tout se joue, et c'est vraiment sur le jeu des mots. Et là où il y a un mot avec lequel joue, c'est le mot brevet. Le mot brevet est censé apporter une découverte et pas une avancée technologique, en fait. Et la découverte, pour le coup, elle ne peut pas être, et c'est là qu'il y a un combat à mener, dans le fait d'avoir juste séquencé. Ça, le travail, c'est un travail technique de séquencer. C'est ce que vous m'avez expliqué la dernière fois. Un génome, mais en fait, la propriété de la plante, on la connaissait déjà et tous les paysans du monde la connaissaient. Et là, il n'y a pas eu d'invention. Et c'est là qu'est le glissement législatif, et c'est là qu'il y a un travail législatif à mener. Là aussi, bon, on a des textes internationaux qui protègent justement nos connaissances et nos pratiques, et qui sont très clairs. C'est la France qui a initié ça, avec des chercheurs français. Bon, je ne les insulte pas tous, j'en insulte certains, je ne citerai pas leur nom, voilà, qui ont porté au niveau international, dans les conventions internationales, le fait qu'il ne s'agissait pas que l'information génétique n'était pas une composante génétique des plantes naturelles, c'est sur les plantes, mais pour les animaux c'est pareil, mais un produit de la recherche. Donc on n'a pas le droit de breveter la nature, donc on ne peut pas breveter une information génétique si c'est une composante génétique d'une plante, et la portée des brevets s'étend à toutes les plantes qui contiennent l'information génétique et comme ça fonctionne. Et là, on a vraiment une fracture au niveau mondial nord-sud, on va dire comme ça, hein, pays développés et pays soi-disant moins développés, où pour le nord, porté par l'Europe et rejoint par les États-Unis, en fait, toute le monde, il s'agit d'un produit de la recherche brevetable. Pour l'étude du Sud, non, il s'agit d'une composante génétique des plantes naturelles non brevetables. Et ce combat aujourd'hui se mène au niveau international, il se mène ici aussi, alors, dans nos champs, dans nos pratiques, dans nos jardins aussi, pour le PNPP, s'il n'y a pas de pratique, s'il n'y a plus de pratique à défendre, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première chose. Mais il se mène aussi, par exemple, la proposition de loi de la Commission européenne sur les nouveaux OGM, qui va s'appliquer aussi aux biopesticides, donc au PNPP, elle n'est pas conforme à la Convention internationale sur la diversité biologique si on considère que, ce que disent les pays du Sud, que l'information génétique est une composante génétique des plantes. Alors, ceux qui vendent, ce n'est pas la copie conforme de la plante qu'on utilise. C'est uniquement des centaines de milliers de gènes, pas des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers de gènes dans beaucoup de plantes. Ils vont en breveter qu'un seul. Et ça suffit pour couvrir toute la plante. Voilà. Le combat est à mener ici en France, entre autres, mais vraiment, parce que, Gérard, vous allez quand même pouvoir témoigner de ce qui s'est passé, du travail qui a été conduit au niveau mondial sur la déclaration des droits des paysans et de comment s'est positionnée la France. Alors oui, mais je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit quand même. Moi, j'ai participé au premier fourchage d'OGM en France, à Saint-Georges-l'Espérance, dans le Nord-Isère. C'était en 1997, et je vous garantis que si on était fauché, on n'en connaissait pas grand-chose des OGM.
hein, à ce moment-là, on a fauché quand même. Pourquoi on a fauché? Parce que c'était à cause de la brevetabilité du vivant. Et ça, pour nous, c'était insupportable. Vous savez que dans le monde, sur les 8 milliards d'habitants qu'on a sur cette planète, il y a 1,3 milliard de paysans. Savez-vous combien il y en a qui sont, sur ce 1,3 milliard de paysans, combien il y en a qui sont motorisés? Il y en a 2%, 28 millions, qui sont motorisés. Mais détiennent 75% de la surface agricole utile. Mais ne nourrissent que 20% de la population mondiale. Alors quand on nous dit que si on arrête les nicotinoïdes et tout ça, on ne pourra pas nourrir l'humanité, c'est déjà pas cette agriculture chimique industrielle qui nourrit l'humanité. Rien qu'avec ces chiffres. Après, le 1,3 milliard qui ne sont pas motorisés, il y en a 300 millions qui ont une traction animale, et il y en a 1 milliard qui travaillent à la main. Mais ne détiennent que 20% de la surface agricole mondiale, mais nourrissent 75% de la population mondiale. Hein? Ensuite, les 5% de surface et 5% de population qui manquent dans les pourcentages, c'est les jardins familiaux. Donc, si on a fauché, le premier chauffe-fauchage qu'on a fait, c'est sur la brevetabilité du vivant. Je vous interromps, la source des chiffres que vous donnez. Très simple, vous allez sur FAO, Stat, hein, donc voilà. Hein, donc voilà, ça c'est, pour moi c'était vraiment ce qui nous a motivés majoritairement à faucher ce premier champ. Après, on a découvert tout le travail qui a été fait par Greenpeace, par les Amis de la Terre, enfin la Confédération Paysanne, etc., etc. Maintenant, on en sait beaucoup, beaucoup plus de choses. Hein, et puis tout le travail qui est fait. Donc voilà. La question, c'était le travail à l'ONU. Alors, ce travail sur la déclaration des droits des paysans, hein, que j'ai ici, cette déclaration, il y a 28 articles, qui a été votée le 17 décembre 2018. Vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, je mets un petit bémol, vous n'en avez jamais entendu parler en France. En Amérique latine, en Indonésie, en Afrique, ça a fait la titre des journaux comme ça. Combien de pays ont signé déjà? Alors, il y a 122 pays qui ont voté pour. Ces 122 pays représentent 75% de la population mondiale. On a 9 pays qui ont voté contre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, enfin bref, 9 pays qui ont voté contre, et il y a 51 pays, dont la France, le pays qui se dit pays des droits de l'homme, qui s'est abstenu. Et après, on a voulu... Alors, pendant longtemps, quand on était en session plénière, et notamment à la dernière séance où on mettait les dernières virgules, l'ambassadrice de France prenait chaque fois la parole à chaque article et elle demandait qu'on remplace le mot droit par le mot accès. Un droit, c'est un droit. Hein? Encore un jeu de mots. Alors qu'accès, accès à la terre, si tu as du fric, tu as accès à la terre. Accès aux semences, si tu as du fric, tu peux avoir accès aux semences. Et un droit, c'est un droit. Hein? Et donc, là, j'ai pris une colère. Hein. Je vous garantis que dans l'hémicycle, ce jour-là, hein, j'ai dit, j'ai honte d'être français, parce que chaque fois, elle revenait. Hein, donc, ce travail sur le droit des paysans, eh bien, pour moi, c'est une avancée énorme. Parce que, comme par hasard, depuis qu'elle a été votée en France, Cocopelli n'a plus eu de procès. Eh oui, tout simplement, ça n'a rien que ça, hein, parce que nous, maintenant, on attend avec impatience avoir un procès sur les semences, parce qu'il y a l'article 19, le droit à la semence, le droit de multiplier, de reproduire, de s'échanger, de se vendre des semences entre nous. C'est marqué là-dedans. Donc, la France n'a pas ratifié, ok, mais nous, on attend la jurisprudence. Hein, moi, j'attends avec impatience qu'on nous emmène en procès, hein, parce qu'il faut y faire avancer. Hein. Et
Alors après, on a voulu en savoir un peu plus, pourquoi la France s'était abstenue. Mais ils ont été très clairs dans la réponse. Ça a mis longtemps. Hein, c'est une sénatrice de la Loire que j'avais rencontrée et elle a porté une question écrite au gouvernement. Ils ont mis assez longtemps pour répondre, mais on a eu la réponse. C'était tout simplement à cause de l'article 19 sur le droit à la semence. Et le Guy Magrin avait fait son boulot de lobbying. Hein, pendant tout ce temps-là, il avait fait son boulot de lobbying pour empêcher ce droit à la semence d'être inscrit dans la déclaration des droits des paysans. Voilà, ça c'était Voilà. un boulot, mais passionnant en même temps. Hein. Alors, entre le même, et c'est la première fois dans l'histoire de l'ONU qu'une déclaration est issue de paysans, de la société civile. Jusqu'à présent, la déclaration des droits humains, ça a été porté par des États. La déclaration des droits de l'enfant, ça a été porté par des États. Là, pour la première fois, c'était porté par des paysans. C'était la Via Campesina indonésienne qui nous a interpellés pour pouvoir demander justement que ce droit des paysans soit mis en place. Et nous, on y a repris au bon. Et puis, on a pu faire... Ça a mis 17 ans entre le moment où on a commencé à en parler la première fois et le moment de la signature. Hein. Donc 17 ans de travail. Voilà. Et c'est surtout les 4 ou 5 dernières années où ça a été le plus... On a eu la chance quand même que la présidence de cette commission sur la déclaration des droits des paysans a été portée par la Bolivie, parce qu'il fallait que ce soit un pays qui la porte. Donc ça a été porté, mais l'ambassadrice de Bolivie aux Nations Unies, c'est une petite bonne femme, mais sincèrement, les femmes là derrière, chapeau. Et pour le coup, on peut encore applaudir la déclaration des droits des paysans. Voilà, il faut que tout le monde l'entende. Elle existe, mais pour le coup, maintenant qu'elle existe, il va falloir la porter, la défendre, qu'elle se mette en pratique. Et pour le moment, elle n'est absolument pas déclinée, puisque de toute façon, elle n'est pas reconnue comme valable par la France. Alors, j'ai eu une autre expérience en France, parce que je parle des expériences françaises grâce à cette déclaration. Il y a un jeune maraîcher en Loire-Atlantique, ou non, en Vendée, un Maché, qui ne pouvait pas se loger. Il avait mis des mobil-homes et le maire l'avait attaqué pour qu'il sorte ses mobil-homes de ses jardins. Et il lui demandait 50 € par jour d'amende tant qu'il habiterait dessus. Eh bien, moi, au maire, je lui ai envoyé la déclaration. J'ai surligné le droit au logement, puisqu'il y a un droit au logement pour les paysans sur leur terrain. Et du coup, grâce à ça, le jeune a eu un permis de construire pour construire sa maison sur le lieu de travail. Pour refaire le lien entre les différentes choses, pourquoi on est là? Pour défendre le droit d'exercer son savoir-faire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, dans les pratiques de brevetage, en fait, il y avait un travail d'observation. On va observer sur le terrain, on va chez le paysan, on va dans sa ferme, on regarde comment il fait, on se demande ce qui marche, et puis on essaye d'imiter chimiquement, artificiellement, une substance naturelle qui marche. Là, aujourd'hui, on est dans autre chose, en fait. Comme on est en train de vouloir breveter directement la substance en elle-même, on est en train, en fait, de s'attaquer directement au droit d'exercer le savoir-faire sur le terrain. C'est pour ça. Peut-être que Suzy peut nous parler de l'impact, en fait, de l'industrialisation et de l'étiquetage et des recettes obligatoires qui font qu'on perd la spécificité du savoir-faire sur le champ en lui-même. Où c'est Christine? Je pense que peut-être plutôt Guy ou Christine qui pratiquent, non, par rapport à l'exercice, enfin à l'utilisation des PLPP, je pense. Ce que je voulais dire, celui qui voudra pourra enchaîner, mais ce que j'ai compris des échanges que j'ai eus avec tous, chacun d'entre vous et chacune, c'est que l'effet d'industrialisation fait qu'effectivement, on met un mode d'emploi avec une recette qu'on va chercher à massifier
et à rendre valable sur toutes les terres du monde entier. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe en pratique. En pratique, dans un champ, on n'utilise pas les mêmes dosages, ni la même chose à droite, au nord, au sud, au milieu du champ. C'est déjà là que se place l'expertise. Et c'est cette expertise qui est en danger. Moi, je peux juste introduire et laisser la parole à Christine, comme elle utilise les BNPP sur sa ferme, mais peut-être en disant juste qu'il y a effectivement une forte opposition d'approche du sujet de la protection des plantes, entre guillemets, qui notamment, ça permet aussi de dire ce qui s'est passé cette dernière année, c'est cristallisé de manière plus forte, et je pense que Guy aussi pourra dire un mot sur les consortiums industrie, recherche, État. Mais effectivement, donc, comme je vous disais, à la fin de l'histoire législative, le ministère de l'Agriculture a un peu abandonné le dialogue avec les organisations pour le déléguer à une organisation, notamment en tout cas dans lequel il veut faire rentrer les PNPP ABBA, c'est Association des biocontrôles et des biostimulants pour l'agroécologie ou quelque chose comme ça. Donc il met beaucoup d'argent, hein, il délègue le dialogue entre cette organisation et l'ensemble des parties prenantes sur le sujet, mais il finance quand même à hauteur de 42 millions d'euros ce consortium. Et effectivement, il y a vraiment une approche extrêmement différente. Il est mis en place, en tout cas de l'échange qu'on a eu avec le président, qui est une personne issue de l'INRA. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui est caché, il y a une volonté de massification de pratiques dites agroécologiques selon l'industrie, probablement, je ne sais pas pourquoi je dis probablement, pour que le marché de l'industrie chimique continue tel qu'il a commencé. Bon, voilà, on peut imaginer que la remise en cause petit à petit des substances, des pesticides historiques sur les enjeux de santé, etc., les oblige à s'ouvrir sur un autre marché, ou en tout cas à ouvrir un autre champ communicationnel sur la protection des plantes, et donc du coup ils vont chercher à piller, comme l'a expliqué Guy. Sauf que c'est ce que leur avait expliqué Jean-François, etc., c'est que en fait ça n'a rien à voir, et c'est là où je laisse la parole à Christine, c'est que en fait une PNPP, en fait, elle existe de par la personne qui la fabrique, de par la personne qui l'utilise, de par le terroir d'où viennent les plantes pour fabriquer les PNPP et le terroir dans lesquels les plantes qui vont la recevoir sont installées. Et c'est une question de système agroécologique sur une ferme, dans un champ, etc. Et donc ça n'a strictement rien à voir. Ça décrédibilise, il y a une décrédibilisation de la substance si, au final, quand vous allez acheter le bidon, appliquer la recette, et qu'elle ne va pas fonctionner parce que vous n'avez pas en fait l'expertise de terrain, vous l'achetez. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, là, c'est histoire de savoir-faire paysan et paysanne. Guy l'a dit tout à l'heure, moi je suis expert sur mon champ, c'est-à-dire que voilà, là il y a quelque chose qui va fonctionner parce que j'ai été observatrice, parce que je maîtrise, etc., quoi. Et ce que je vais observer moi, va pas, et pratiquer moi, ne va pas fonctionner forcément quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Et notamment là, quand on a eu un financement, là, Ecofito, Ecofito, c'est des programmes qui se sont succédés pour faire baisser la consommation de pesticides. Et ils n'ont pas vraiment marché, puisque chaque année, à chaque bilan, la consommation avait augmenté. Mais nous, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison. En fait, nous, notre travail sur les PNPP, là, c'est vraiment des alternatives aux pesticides. On va demander un financement. Donc, on a eu deux programmes où on a pu travailler ensemble, notamment avec plusieurs organisations. Et dans ce qu'on a fait, on a fait un site avec un recueil de pratiques. Ça, c'était dans l'idée au niveau législatif, au niveau réglementation, il faut pouvoir montrer que ce qu'on utilise fonctionne. Donc, dans le fameux cahier des charges qu'on doit avoir sur chaque ferme, décrivant exactement comment on prépare nos différents préparats, comment il y a la date, la quantité, la densité, pas bref, des infos qu'on doit avoir sur la ferme. Ça fait partie de ce qu'on doit faire. Et donc on a voulu avoir fait une sorte répertorier ce qui se pratiquait de façon à ce que si un paysan, une paysanne se faisait contrôler, qu'elle n'ait pas à rechercher pour justifier ce qu'elle a fait, pour dire, tiens, allez voir sur le site, il y a des témoignages, il y a des données scientifiques, etc.
Mais quand on a fait ce site qui existe, hein, le RePNPP, quand on a réfléchi pour savoir est-ce qu'on allait, dans les enquêtes auprès de paysannes et paysans qui pratiquaient, est-ce qu'on allait donner des recettes, etc., on s'est dit non, en fait, c'est pas dans cet esprit-là. Nous, on va donner des témoignages. C'est-à-dire, moi, dans ma vigne, voilà, je fais ça pour ça, je fais ça pour ça, parce que là, j'ai pas le temps de passer une fois de plus, ou parce que sur les plantes qui vivent, qui sont ici, qui poussent ici, eh ben, moi, j'ai envie d'utiliser ces plantes-là et pas des plantes d'ailleurs. Et chaque paysanne ou paysan a ses critères, fait ses choix. Et donc, on a des témoignages et on ne donne pas des recettes pour vraiment instiller dans l'idée des gens que, ben, voilà, dans les pratiques, c'est OK, on prend des idées et après, on observe, on est sur son lieu, on est avec du vivant. Et du coup, être paysan ou paysanne, c'est travailler, vivre avec du vivant. Et donc ça, c'est super, c'est un truc qui est super important. Et toutes nos pratiques, une des questions qu'on me pose souvent, c'est mais pourquoi vous êtes allé chercher tout ça là? En fait, c'est bon, sur la ferme, j'utilise les plantes et puis je ne dis rien à personne. Mais le truc, c'est de se dire, mais ok, on peut faire ça, si on te demande ce que tu utilises, tu vas dire, bah non, non, rien du tout, rien. Mais ça peut être aussi de dire, oui, revendiquer cette utilisation-là et dire, bah, moi, j'estime que je suis légitime à utiliser à utiliser ces plantes-là de cette façon-là. Et ok, il y a des règles, mais moi, j'estime que je suis légitime. Donc, on peut avoir cette position-là, mais pour aider celles et ceux qui commercialiseraient peut-être en plus grande quantité, qui fabriquent des PMPP, etc., on s'est dit, il faut qu'on leur donne des billes. Et une grande partie du travail qu'on a pu faire là, ces dernières années, c'était sur le très concret, hein, sur ce recueil et sur ce travail-là, c'était vraiment pour se dire, voilà, on va faciliter le travail des paysannes et des paysans qui sont coincés dans des réglementations absurdes. Et encore, on n'avait même pas idée de tout ce que Guy a raconté. C'est voilà, c'est plus, est-ce que j'ai eu un... C'est plus, est-ce qu'il y a de questions? Je sais plus. Oui, c'est le paysan dans son champ, dans son coin de champ, parce qu'en plus, le fait dans un coin de champ ne marche pas sur tout le champ, où on n'a pas envie de le faire parce qu'on est en train de faire quelque chose à gauche du champ et pas la même chose à droite du champ. Et une simple recette sur un bidon ne peut absolument pas fonctionner. Et pour le coup, comme actuellement tout le travail de brevetage des bouts de plantes vont pousser en fait la réglementation à aller vers l'interdiction de l'utilisation de ses propres plantes sur son propre champ, l'endroit du travail qu'on vous propose les prochains mois à venir, tous ensemble, c'est de défendre les savoirs, les connaissances, les savoir-faire et les pratiques paysannes pour que la législation change et en tout cas, surtout, protéger ce droit. Et faire connaître aussi, ça c'est un truc, parce que j'ai fait 2-3 interventions dans des CFPPA, des centres de formation agricole, et en fait, les gens, soit des jeunes ou des moins jeunes, tombent des nues, ils n'imaginent pas une seconde, ben, comme moi avant, quoi, que en fait, il y ait des réglementations à ce point-là sur ces pratiques. Et du coup, le fait de faire savoir que oui, on met ces entraves, que oui, la phytopharmaceutique travaille mais à fond pour qu'on ne puisse plus avoir ces pratiques-là, et ben c'est important de le faire connaître, au maximum, faire de la pédagogie, voilà, au maximum de la population, quoi, parce que quand même, on produit ce qu'on mange, quoi. C'est quand même un des trucs fondamentaux dans la vie, quoi. L'impact est important, ce qu'a démontré tout le travail qui a été conduit pour rédiger la déclaration des droits des paysans, c'est qu'en fait, c'est un modèle économique des petits gens du monde, et pour le coup de France aussi, qui est en danger, n'est-ce pas? Ben oui, ça demande du travail, mais c'est un travail tellement passionnant. C'est pareil, quand moi j'ai découvert mes petites mésanges bleues, hein, qui étaient capables de faire tout ça, j'en avais même pas idée. Donc le travail, quand tu te mets au travail
Hein, quand tu te mets, voilà, et tu dis comment il faut faire pour qu'elles soient présentes au bon endroit, au bon moment. Mais c'est passionnant. Moi qui, suite à mon accident chimique, j'avais perdu ma virilité. Hein, eh bien quelque part, pour moi, ça a été retrouvé. Hein. Si j'aurais pu tomber dans la dépression, la neurasthénie et tout ça avec cet accident chimique, vous avez l'impression de voir devant vous quelqu'un qui est dans la dépression et la neurasthénie? Bien non, parce que j'ai eu la chance de découvrir ça. Mais c'est enthousiasmant de travailler de cette façon-là. Vraiment, je vous encourage vraiment à découvrir. Et quand tu vas faire des essais avec du purin d'ortie, ben, tu vas mettre la moitié de ton champ, le quart de ton champ, et puis tu vois la différence, et puis tu vois que ça marche. Et tu te dis, ouais, ça t'encourage à aller plus loin, de rechercher, de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà pratiqué, et comment on va pouvoir avancer collectivement, parce qu'on avance vite. On avance vite dans la mesure où on est en collectif. Hein. Individuellement, c'est vrai qu'on ne va pas vite. Et dans la recherche, au niveau des semences paysannes, si on reste individuel, on va pas vite. Ça, c'est vrai que hein, les technologies qui sont... Mais quand on est tous ensemble, moi, quand on a fait le film Cultivons la Terre, eh bien, on s'est aperçu, on est allé en Syrie. On est allé en Syrie, ils avaient fait un travail extraordinaire sur les semences paysannes en milieu sèche, hein, sur la lentille et l'orge en milieu sec, où il pleut que 200 mm d'eau par an. Et ils avaient de l'orge qui était à nous faire pâlir, parce qu'ils avaient fait un boulot extra. Bon, ils ont tout cassé en Syrie, hein, mais bon, voilà. Mais toi, au niveau mondial, le fait de pouvoir travailler avec, alors la China, mais il y a d'autres organisations aussi hein, qui travaillent dans le même sens, eh bien, on va vite. Hein, on va vite, on voit vite quand il y a dans un champ une plante qui sort du lot, eh bien nous, paysans, on est capable de le voir. Alors que l'industrie, même s'ils avaient une plante extraordinaire qui est au milieu de leur champ, eh bien, avec la moissonneuse-batteuse, il est ramassé et il va à la meunerie. Au même titre, même la plante, ils ne sont pas capables de la repérer. Alors que nous, les paysans, on est capables. Hein, alors bien souvent, on nous dit, oui, mais qu'est-ce qui prouve que vous, les paysans, vous n'êtes pas des chercheurs hein? Mais les chercheurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'ils font du bon travail. Hein? Nous, on sait ce qu'on fait, quoi, quelque part. Et ça, c'est... Voilà, quand tu analyses tout ça, eh bien, ouais, moi je dis c'est enthousiasmant. Moi j'ai pris du plaisir et je continue de prendre du plaisir à faire ce genre de choses parce que la lutte, oui, mais une lutte joyeuse. Hein. Voilà, alors luttons ensemble joyeusement. Ce que je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est d'annoter les papiers qu'on vous a donnés, de partager avec nous vos réflexions à l'écrit, mais vous allez pouvoir aussi, peut-être que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose, de poser une question pour éclaircir un point technique, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui étaient un petit peu difficiles, peut-être. Non, mais... Oui, bonjour. J'aimerais bien que Guy, sans doute, nous précise un petit peu, sauf si tout le monde est au courant de ces nouveaux OGM, mais on parle beaucoup des nouveaux OGM, mais j'ai l'impression qu'en dehors du milieu des semences, peut-être aussi au niveau des préparations, assez peu de gens sont au courant de ce que c'est et de ce que ça représente. Juste, tu peux nous dire 2 ou 3 mots là-dessus? Alors, moi je ne suis pas scientifique. Hein. Non. Je trouve que quelqu'un des scientifiques. Les nouveaux OGM, si vous mettez dans une plante un gène qui vient d'ailleurs, si vous mettez dans une plante un gène qui vient d'ailleurs, qui vient de bactéries du sol, comme le gène BT ou comme le gène Mandoprédie, qui est un gène de synthèse, il est facile à identifier. Donc, la portée du brevet s'arrête à la reproduction de la plante OGM traditionnelle, la plante transgénique. Mais là, ils se sont dit, bon, en plus des OGM, les consommateurs, ils n'en veulent pas. On
plus il y en a qui ne veulent pas de brevet. Donc il faut qu'on invente autre chose. Il faut qu'on dise que c'est plus des OGM. C'est ça que nous on les appelle nouveaux OGM. Si on dit que c'est plus des OGM, ça ne sera pas étiqueté, les consommateurs vont l'acheter. Et deuxième astuce, comme je l'ai dit tout à l'heure, la description, qui est une description numérique de ce qui est breveté, c'est un dixième de millier des composantes génétiques d'une plante. Et en plus, bon, c'est dématérialisé, c'est des lettres. Des fois, c'est une description de gènes de manière chimique. Eh bien, ils disent que c'est semblable à la sélection traditionnelle. Et la plante, ce n'est pas semblable, absolument pas. Parce que quand c'est passé par des cultures in vitro, des manipulations génétiques et tout, il y a énormément de modifications génétiques, donc ça ne parle pas. La grande majorité ne l'identifie même pas. C'est pour ça qu'on a dit, bon, attention, je ne sais pas ce que ça va faire. Et donc la plante n'est pas du tout semblable. Mais c'est un brevet sur quelques lettres voilà, qui permet de dire maintenant ta plante contient des gènes qui correspondent à ces quelques lettres que j'ai mis sur le. Donc voilà ce que. Mais les procédés sont la même chose que la transgénèse. On est obligé de passer par la culture in vitro, on est obligé d'introduire dans des cellules de plantes des morceaux de bactéries, des morceaux de gènes synthétiques et tout, qu'on prétend qu'on les enlève avant de commercialiser. On fait ça, soi-disant, pour obtenir des mutations, des nouveaux caractères. C'est pas vrai, on trouve toujours des traces, justement. Et le mensonge, c'est que il revendique le droit de propriété intellectuelle, pas sur la plante entière, mais que sur cette séquence génétique, que sur la description qu'ils font de la séquence génétique et de sa fonction. Je rappelle que sa fonction, ça ne marche pas longtemps, parce que la biodiversité, c'est extrêmement diversifié. Nous, on travaille avec la biodiversité. Bon, il y a des centaines de milliers, plus de micro-organismes dans le sol et même dans l'air que d'organismes dits supérieurs. Eux, c'est pas tout très vite. Si on leur fout un gène qui est là pour les emmerder, ils ont le fait de le contourner. Et aussi, ils sont capables d'évoluer génétiquement. Donc, on appelle ça les mutations. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous ces brevets. Il n'y a rien qui marche vraiment. Il n'y a que le poisson, c'est le saumon qui est aussi plus vite, mais qui est incapable de se reproduire. Oui, c'est quand même. C'est bien qu'on a fait quelque chose comme manipulation génétique. Mais qu'on ne peut développer, donc c'est pas la culture, c'est l'élevage de poissons, que dans des filets, c'est là en mer, en Norvège, bourrés d'antibiotiques. Si on ne leur fout pas d'antibiotiques, ils ont été tellement manipulés génétiquement que le moindre micro-organisme pathogène, je sais qu'il y a plein de micro-organismes dans l'eau de mer, ils meurent tout de suite. Et en nous vend ça, c'est pas étiqueté OGM. N'achetez pas le saumon en dehors de celui qui est pêché en milieu sauvage. C'est plus cher. Peut-être qu'on fait des dégâts dans les milieux sauvages aussi, ça mais le saumon que vous achetez, c'est tout le saumon OGM. L'essentiel des saumons que vous achetez. Et ça, on ne vous dit pas. Est-ce que dans le public, quelqu'un souhaite poser une question ou apporter une contribution en direct? Si tu me permets, moi je souhaiterais que, vous l'avez dit, j'ai fait un petit peu le tour du pays étranger, ils ne pensent pas comme nous. Ils ont d'autres référents culturels. Les biodynamistes ont dit qu'ils sont ésotériques. Là, c'est avec Ils ne pensent pas comme nous. J'aimerais qu'ils nous expliquent pourquoi ça marche son truc. Pourquoi ça marche la biodynamique? Oui, alors que scientifiquement, c'est pas reproductible. Non, mais on revient. On va t'expliquer pourquoi ça marche, parce qu'on ne sait pas. Et ça marche. C'est comme les BNPP, ben, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc voilà. Que ce ne soit pas reconnu, évidemment, parce que scientifique, on est des praticiens, mais la pratique, ça fait quand même plus de 30 ans que c'est
utilisée et pratiquée par les paysans du monde entier, dans tout le continent. Et donc, oui, ça marche dans tous les continents. Ça fait plus de 100 ans que c'est mis en pratique. Donc, la démonstration, pour moi, elle est faite comme ça. Après, on peut essayer aussi de voir si, avec la recherche académique, notamment avec l'INRA ou d'autres organismes officiels, on peut trouver des appuis. Par exemple, quand on parle des préparations biodynamiques, il y en a une qui pose beaucoup de questions, c'est le quartz, la préparation de silice, qu'on utilise à 4 grammes à l'hectare. Donc ça fait quoi? Ça fait une cuillère à café rase à peu près pour 1 hectare. Donc on nous dit, mais ça ne peut pas marcher ce truc-là. Malgré tout, ça marche quand même, et notamment les vignerons, ils en sont très contents parce qu'ils arrivent à augmenter la qualité de leur vin. Ça, la dégustation, c'est reconnu. Mais on ne sait pas comment ça marche. Et là, on touche le même problème. Donc, pour élargir un petit peu, ce n'est pas seulement les paysans, mais c'est les consommateurs, les gens qui sont malades, qui utilisent l'homéopathie. Dans l'homéopathie, il n'y a presque plus de molécules, ou même il n'y en a plus du tout de molécules. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que les gens réagissent à ça. Donc ça, c'est un mystère. Évidemment, ce n'est pas entendable par l'académie, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on travaille, parce que les scientifiques, peut-être, peuvent nous apporter des renseignements là-dessus, sur des points particuliers. Sur la méthode en général, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, hein, la biodiversité, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, parce qu'on ne peut pas transposer d'un endroit à un autre. On l'a dit tout à l'heure, chaque ferme est individuelle, chaque paysan est lui-même, donc on ne peut pas transposer de l'un à l'autre. Donc en se battant là-dessus, on peut dire aussi que la biodiversité peut nous aider justement à lutter contre cette uniformisation, que ce soit par les gènes ou par les lois qui nous obligeraient à faire de telle et telle façon. Donc ça, on a un atout là-dedans à travailler sur la biodiversité, l'originalité de cette notion-là. Je sais pas. Merci en tout cas à vous. Donc l'idée à l'issue et dans les mois qui viennent est effectivement de travailler ensemble, et chacun peut apporter des points ou techniques, ou de relais, ou de diffusion, et du coup vous pourrez vous rapprocher de l'association ASPRO-PLPB pour apporter la façon dont vous voulez participer. En tout cas, je vais passer la parole à Colline, parce que Colline a déjà beaucoup travaillé. Elle a déjà apporté une très belle contribution. Voilà. Il y a des gens qui sont auditifs, il y a ceux qui sont visuels. Alors, vous pouvez le voir, je n'ai pas tout pris en note. Il y avait beaucoup de contenu. Donc, pour vous repérer un peu dans ce dessin, hein, c'est normal, il y a des zones où il y a moins de choses, parce que c'est en direct. C'est un parti pris, dès le départ, de dessiner un endroit ou un autre. Donc là, c'est la première partie qui était plus après l'intervention de Gérard. Donc, sur ce constat de la nécessité de retrouver des pratiques face à la perte de connaissances dans l'histoire du siècle dernier. Là, c'est autour de la problématique liée à la législation et à la réglementation qui s'est vraiment exprimée dans la lutte pour défendre les PEPP pendant les 18 dernières années et qui continue. Ensuite, Guy nous a parlé de la problématique de la numérisation et de la biopiraterie avec les brevets et la pression des industriels. Et donc toute cette réflexion qui met en lumière et qui aujourd'hui a été mise en avant comme une mise en danger de la préservation des pratiques et des savoirs paysans, donc se déploie ici dans cette partie-là où j'ai noté les dernières initiatives qui ont été prises de faire ce recueil de pratiques et plutôt que de pratiques de récolter les témoignages puisque chaque paysan est expert dans son champ, et l'importance d'échanger ces pratiques pour maintenir ces connaissances et pouvoir ensuite les transmettre.
Et là, j'ai mis quelque chose qui n'a pas été dit tout de suite, mais qui est aussi l'objet de cette table ronde. Ensuite, l'ASPRO PNPP va travailler sur l'écriture d'un plaidoyer, sur une initiative dans laquelle vous pouvez vous inscrire et contribuer avec ce dont vous a partagé Maïda, avec ce que vous avez écrit sur les petits papiers. Voilà. Donc, nous allons récolter tous les petits papiers. Une dernière parole pour Gérard, qui a envie. Je vous invite vraiment, pour le coup, à aller à son stand. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout la place pour que tout le monde explique tout ce qu'il peut. Mais par contre, Gérard parcourt la France quand même pour démontrer de façon très pratico-pratique à des agriculteurs comment ils peuvent gagner en rentabilité en remplaçant des pesticides par des mésanges. Oui, mais alors, c'est vrai que je peux me déplacer, je ne prends rien, c'est-à-dire que je me le fais gratuitement puisque j'ai un revenu de subsistance qui est ma retraite agricole. Donc, je n'ai pas besoin de me faire payer. Mais j'ai la déclaration des droits des paysans. Ceux qui la veulent, elle est épuisée, mais ceux qui la veulent, je l'ai en PDF. Donc, vous passez sur mon stand, vous laissez votre mail et je vous l'enverrai en PDF. Donc voilà, ça, je tenais à le dire. Voilà, et puis... Et je précise que là, c'est le livre qui est rédigé, mais a été également édité une BD extrêmement pédagogique, illustrée, qui est magnifique et très très claire pour tous les âges. Vraiment. Voilà. Elle est actuellement en ligne, donc il suffit de l'imprimer, mais c'est pareil, vous pouvez revenir vers nous pour avoir les informations. Et j'ai écrit un petit 4 pages que je vous mettrai avec pour comment la lire, parce que c'est des fois un peu ardu, tout ce qui est le nu, tout ça. Donc j'ai fait un petit 4 pages qui va avec. Et puis je vous mettrai aussi une petite vidéo qu'a fait Olivier de Schutter sur cette déclaration des droits des paysans. Et puis je vous mettrai plein d'autres choses. Voilà. Hein. Et puis ben, je continuerai de faire aussi un peu la pub de mes livres, hein, puisque depuis quelques années, ben, voilà. Parce que j'ai découvert ce que je vous disais grâce à un livre, et à un moment donné, ben, la parole, nous les paysans, on est d'une culture orale, et on n'est pas d'une culture écrite. Moi, je ne savais même pas que je savais écrire, quoi. Et le Covid est arrivé, toutes les conférences qui avaient été programmées ont été arrêtées d'un seul coup, d'un seul. Au lieu de tourner en rond dans la maison, ben, je me suis mis à écrire, et puis finalement, puisque même un éditeur a accepté de méditer, donc ça veut dire que c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà, donc vous pouvez passer sur mon stand. Ceux qui veulent les livres, je pourrais vous les dédicacer. Ceux qui veulent la déclaration, eh bien, ils pourront. Et puis, comme je disais au début, eh bien, quand même, repartez pas sans Semences du futur. Semences du futur, l'important, c'est que vous l'ayez vu, et après, essayez de le faire programmer dans vos cinémas. On peut envoyer le DCP, pas un DVD, puisque dans les cinémas, c'est un DCP. On a tout ce qu'il faut pour que le cinéma puisse le diffuser. Après, vous pouvez trouver des gens qui vont l'animer derrière vous, mais moi, je peux aussi me déplacer pour animer le film. Voilà. C'est mon boulot maintenant que je fais la retraite. Donc, nous vous remercions tous pour votre présence et surtout votre écoute. Et encore plus vos prochaines contributions que nous allons récolter. Merci. Et j'invite Jean-François Lévou à conclure. Je suis le début, je suis à la fin, et on s'attend. Et puis, rappeler juste ce que veulent dire les initiales de ASPRO PNPP. Alors, association promotion des préparations naturelles peu préoccupantes. Alors ça, c'est le nom barbare qu'a trouvé le ministère, mais ce qui signifie par opposition que le reste c'est préoccupant à très préoccupant. Bon, ça ne nous satisfait pas totalement quand même. Ben voilà, donc la suite, repas, suivi d'un concert. Et puis je remercie tout le monde parce qu'ils viennent de loin, vraiment, de vous être déplacés et à vous toutes et à vous tous d'être venus aussi. Voilà. Et profitez des exposants. Merci. Merci à Maïda pour
nomination. J'en profite pour remercier aussi, parce que moi je ne suis pas grand-chose sans tout l'entourage et donc tous les bénévoles qui ont participé. Voilà, c'est... Merci.